Bonsoir Claude, bonsoir Monsieur l'ambassadeur, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour réfléchir à voix haute sur ce thème que vous avez choisi, Claude, justice difficile, justice impossible. Heureux et quelque peu frustré de ne pas avoir pu réaliser cet entretien avec Robert Badinter. Vous en avez expliqué la raison, Claude, la crise sanitaire et bien sûr le confinement. On a eu raison de ne prendre aucun risque et de ne faire prendre surtout aucun risque à Robert Badinter. Et quand je vous ai informé de l'impossibilité ponctuelle de réaliser cet entretien, Claude, vous avez aussitôt réagi en disant « on maintient la session ». Et vous avez eu raison, cette première contribution d'Éric Danon l'illustre parfaitement, monsieur l'ambassadeur. Vous avez choisi l'angle philosophique pour réfléchir à voix haute sur ce thème justice difficile, justice impossible, a été fait d'une façon magistrale. Je vous proposerai volontiers, n'étant pas astreint de devoir de réserve, de choisir un angle politique. Et je rappellerai volontiers aux plus jeunes nés après les années 80 le contexte de l'époque, quand Robert Badinter, qui a mené tous les combats possibles pour rendre une justice plus humaine, a mené sans conteste le combat le plus dur qui soit, qui apparaissait comme impossible à l'époque, l'abolition de la peine de mort. Et je dis qu'il avait fallu, dans les années 80, une audace politique, un courage inouï pour oser proposer une telle mesure. Je le dis parce que 3 ans plus tôt, en 1978, moi j'étais correspondant aux États-Unis et je revenais en France, j'avais été impressionné par la violence du débat électoral lors des élections législatives. La victoire était promise à François Mitterrand, qui conduisait la gauche à l'époque. Valéry Giscard d'Estaing était président de la République. Il y avait une crise économique et sociale 2 ans après le choc pétrolier. Et les sondeurs, les politologues, les commentateurs, la classe politique étaient tous persuadés que François Mitterrand et la gauche allaient gagner. Mais assez habilement, Valéry Giscard d'Estaing et Alain Peyrefitte, le ministre de la Justice de l'époque, ont décidé de contourner en quelque sorte le thème essentiel de ce débat électoral, crise économique et sociale, et ont mis le focus sur un autre thème, la crise sécuritaire. Et Alain Peyrefitte a proposé à l'époque une loi dite sécurité et liberté, une loi très répressive qui a satisfait les Français, qui a pris à contre-pied François Mitterrand, et du coup, François Mitterrand et la gauche ont perdu les élections législatives de 1978 et après il y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui, le mot n'existait pas à l'époque, un terrible bashing contre François Mitterrand, considéré comme has-been, mais on connaissait son opiniâtreté, sa persévérance, et comme un sphinx, il est réapparu en 1980. Normalement, compte tenu du climat sécuritaire de l'époque, il n'aurait pas dû proposer l'abolition de la peine de mort. Mais je me souviens du débat qu'il avait opposé à Valéry Giscard d'Estaing, et très audacieux, il avait non seulement proposé cette mesure, mais assumé totalement, mesure considérée comme suicidaire par les politologues de l'époque, et François Mitterrand gagne. Du coup, cette élection présidentielle, du coup, cette audace politique lui a servi et a rapproché les deux hommes, François Mitterrand et Robert Badinter, qui a mis en application cette mesure et qui a fait en sorte, pour reprendre ces termes, que désormais, les jurés n'aient plus la possibilité, je cite Robert Badinter, de tuer un criminel aussi monstrueux soit-il. Cette audace-là et cette mesure-là a rapproché les deux hommes qui s'étaient rencontrés pour la première fois en 1953. Robert Badinter ne faisait pas partie du premier cercle de François Mitterrand, pour autant, il a toujours fait preuve de fidélité et de loyauté à l'égard de l'ancien président de la République. Alors pour le coup, je peux en témoigner. Et on ne sort pas du thème justice difficile, justice impossible. Nous sommes le 14 juillet 1992. J'ai revu l'extrait proposé par l'INA. La direction de France Télévisions m'envoie interviewer François Mitterrand, interview rituelle du 14 juillet, avec 2 de mes confrères, Gérard Carrérou et François-Henri de Virieu. Nous sommes dans les jardins de l'Élysée, nous attendons François Mitterrand. À l'époque, il y avait un débat très vif qui commençait à monter. Par qui avait-il été initié? Je ne le sais plus, je ne l'ai plus en mémoire, mais un débat très vif sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs français et étrangers et dans la rafle du Veldiv.
Et je propose à mes confrères de poser la question à François Mitterrand, qui ne refusait de s'exprimer sur ce point. Je note, je devine l'embarras de mes confrères qui hésitent, qui me disent est-ce que ça a vraiment un intérêt. Je leur rétorque que, étant juif d'origine moi-même, j'aurais du mal à poser la question, qui pourrait paraître militante, personnelle, donc suspecte, mais non, ils refusent de le faire. Du coup, l'interview commence et je pose la question. Je revois encore le regard de François Mitterrand, extrêmement courroucé, maîtrisant évidemment son courroux et sa colère, me répondant avec une grande sévérité, me demandant de ne pas, je le cite parce que j'ai revu l'extrait, de ne pas demander de compte à la République, me priant de ne pas confondre la République éternelle à ses yeux avec l'État français incarné à l'époque par le régime de Vichy. L'échange se poursuit pendant quelques minutes, puis prend fin, on passe à d'autres thèmes. Je rentre chez moi et à peine arrivé chez moi, je reçois un coup de fil. Et on est toujours dans le thème justice difficile, justice impossible, de Robert Badinter, président à l'époque, on est en 92, du Conseil constitutionnel. Un coup de fil furieux. Paul, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi avez-vous posé une telle question à François Mitterrand? Enfin, François Mitterrand n'est pas antisémite, vous ne le pensez pas? Évidemment, il n'était pas antisémite, il ne l'a jamais été, et il était d'autant moins que son premier cercle, dont j'ai parlé tout à l'heure, était composé essentiellement de juifs. Pourquoi Robert Badinter m'a-t-il ainsi parlé de l'antisémitisme, alors que moi, je ne l'avais jamais évoqué dans les questions que je posais à François Mitterrand? Était-ce peut-être inconscient de sa part? Mais il a évoqué cette hypothèse-là parce qu'une rumeur à l'époque commençait à monter dans le tout Paris, une rumeur insinuant que François Mitterrand, après son élection, continuait de voir René Bousquet responsable, et quelle responsabilité, responsable en chef de la rafle du Veldiv. Et on commençait à se poser des questions sur les raisons qui poussaient François Mitterrand à voir ainsi René Bousquet. Voilà pourquoi Robert Badinter parlait d'un supposé ou d'une suspicion d'antisémitisme de François Mitterrand. Mais Robert Badinter était lui-même troublé, comme les nombreuses personnalités juives qui composaient le premier cercle de François Mitterrand. Robert Badinter lit un livre qui paraît à ce moment-là, Une jeunesse française, de Pierre Péan. Il le lit et, encore plus troublé, va voir François Mitterrand. A lieu à ce moment-là un échange entre les deux hommes dans le secret du palais présidentiel. Je ne donnerai qu'un extrait de cet échange, confidentiel évidemment. Robert Badinter dit un peu plus tard, de façon privée, « Évidemment, nous nous sommes dit des choses qui n'étaient agréables ni pour l'un ni pour l'autre. » Robert Badinter a-t-il parlé de son passé? A-t-il parlé à François Mitterrand de son père déporté, mort en déportation, de son oncle déporté, mort en déportation? Je ne le sais pas, mais il était plus que troublé. A-t-il manifesté ce trouble publiquement? Jamais. A-t-il évoqué publiquement, politiquement, sa détresse familiale, une famille traquée, une adolescence vécue dans un petit village de Savoie pour lui-même et son frère et sa maman? Jamais. Tout simplement parce que d'une part, il voulait rester fidèle à François Mitterrand, évidemment, mais aussi parce qu'il faisait passer au-dessus de tout, au-dessus de son passé, de sa tragédie familiale, de ses origines juives, sa vision de la France, sa vision républicaine, sa vision universaliste. Et en cela, il a été cohérent avec lui-même tout au long de son parcours, parcours d'avocat, de ministre de la Justice, de président du Conseil constitutionnel. Et en cela, il s'est inscrit dans la lignée de ces grandes personnalités françaises d'origine juive, Blum, Mendès France, Simone Veil, qui ont souffert de l'antisémitisme, mais qui sont toujours restés français, plus français que d'autres parfois, et qui ont toujours servi la République d'une façon absolument exemplaire, d'une façon absolument magnifique, et qui n'ont jamais utilisé leur propre souffrance d'une façon politique. Robert Badinter s'est inscrit et s'inscrit dans cette lignée-là. Il serait sans doute intéressé de voir la réaction de Blum, qui a souffert l'antisémitisme années 30. Mort à Blum, mort aux Juifs. Il serait sans doute intéressé de voir Mendès France, qui a été insulté par Le Pen, notamment,
à l'Assemblée nationale, quand il était ministre ou président du Conseil, il serait intéressé par leur réaction devant la montée d'un autre antisémitisme aujourd'hui, qu'ils n'ont pas connu forcément, d'un antisémitisme islamiste qui menace pour le coup cette république à laquelle Robert Badinter, Blum, Mendès France et Simone Veil sont tant attachés. Et là, je me pose la question que j'aurais aimé lui poser si j'avais conduit cet entretien devant la montée de cet antisémitisme islamiste. Comment réagirait-il, Robert Badinter, s'il était ministre de la Justice aujourd'hui, s'il était président du Conseil constitutionnel? Comment réagirait-il face au massacre du Bataclan, de Charlie Hebdo, de l'école juive de Toulouse, de l'église Saint-Étienne du Rouvray, du collège de Conflans-Sainte-Honorine? Mettrait-il en avant, comme il le fait toujours, sa vision républicaine, sa vision humaniste, ou leur opposerait-il la loi du talion? Évidemment, je ne répondrai pas à sa place. Je la poserai peut-être cette question après confinement. Voilà, Claude.